restaurateur. Après, ça déborde forcément. On a un jardin, on fait nos légumes, on essaie de se développer dans ce sens-là, d'intégrer de plus en plus de production. On commence à faire du vin également. J'aime bien l'idée que ce soit un lieu français, tenu par un Français. C'est ma maison, je reçois les clients chez moi. Et donc quand tu reçois les gens chez toi, tu fais le ménage, tu mets une jolie fleur, tu prépares à manger, tu fais les choses bien. Donc c'est à peu près la même chose ici, on essaie de bien recevoir les gens chez nous. Je passais ici devant tous les jours et je voyais cet endroit, je me suis dit c'est un endroit qui a l'air un peu triste, un peu maudit, au bord d'un boulevard, comme ça, mais je me dis c'est un endroit qui est pas mal. Et on est au cœur d'un quartier qui bouge. Tu disais, il y a le Marais, il y a tous les restaurants, il y a Oberkampf, il y a tous les transports qui sont autour. On est au cœur du nord-est de la vie du nord-est parisien. On a démarré avec les gin tonic et ça a rapidement pris une belle ampleur chez nous. Après les petites assiettes, j'ai un peu suivi la vague de mes associés du passage. On a continué à faire des petites assiettes avec des chefs anglo-saxons, un truc un peu rock avec des produits bien sourcés. Les vins nature, une terrasse ensoleillée, voilà, c'est plein de petits curseurs qui font qu'aujourd'hui, Martin a le succès. On a réussi à faire ce qu'on a du mal ici à faire à Paris, c'est à la fois un lieu où on mange et on boit. C'est vrai que nous, les restaurateurs français, on a plutôt tendance à faire ou un restaurant ou un bar. On a du mal à faire un lieu un peu à l'anglaise comme le pub, où on vient, on peut arriver tôt, boire des coups, se poser, manger, puis finir la soirée en écoutant de la musique, en buvant un gin tonic et sociabiliser, rencontrer des gens. Et je pense qu'on a réussi ça à Martin. Alors il y a des soirs, c'est plus une ambiance bar, des soirs plus une ambiance restaurant, mais dans l'ensemble, on a réussi, je trouve qu'on a assez bien réussi de ce côté-là. Ouais. On a 2 snacks, 4 légumes, 2 viandes et 3 poissons. Et après, on a un petit fromage de chèvre frais, lui nous livre tous les jeudis. Et on a 2 desserts. J'aurais tendance à dire que les chefs français, peut-être un peu plus de la vieille école, hein, mais ceux qu'on a pu rencontrer ici, ils sont plus dans l'idée de fantasmer des recettes et de travailler sur des combinaisons magiques. Alors que les anglo-saxons, ils ont une approche beaucoup plus produit, beaucoup plus brute, on va dire, qui nous convient mieux, nous. Voilà. J'aime bien le matin arriver et voir le cochon en train d'être découpé sur la table et en train de faire les saucisses. On vient de la campagne, moi quand j'étais petit, c'est mon arrière-grand-mère qui venait faire le jardin chez mes parents. Elle plantait toujours en fonction des lunes, il n'y avait pas de produits chimiques, voilà, on voyait les choses pousser. Donc ça m'a semblé plutôt normal de faire manger des tomates de la mi-juillet à la fin octobre, de respecter les saisons. Et voilà. Puis on a aussi aujourd'hui une clientèle qui est mûre et qui a compris que les courgettes, ça ne se mangeait pas en décembre. On a notre propre marque de gin maintenant, qui est distillée à Bastille, à 300 mètres d'ici. Ah oui. Ouais, qui s'appelle Serge, c'est le prénom de mon papa. Ok. Et tout est bio dedans, à part, il y a un ingrédient qui n'est pas bio dedans, c'est le poivre de Sichuan, qui n'est pas bio dedans, mais tout est bio dedans. Moi j'habite dans le 10e, rue des Petites Écuries, j'aime beaucoup le quartier. C'est un quartier qui est cool parce que le soir il y a de la vie, et puis la journée il y a des petits épiciers, des boucheries, etc. Donc il y a une vraie vie de quartier là-bas. Donc le passage, c'est les premiers à avoir un chef anglo-saxon, donc James, à faire des petites assiettes. Ils ont grandi assez rapidement. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que quand on vient à Paris, le passage, c'est un peu sur la liste des endroits où il faut aller manger. Ils ont gardé cette fraîcheur, malgré que les chefs ont changé au fil des années, ils ont gardé ce truc un peu qui leur est propre, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'endroits où on fait une expérience comme celle-ci, quoi. Nous, on a 2 hectares de maraîchage dans le Sancerrois, donc plus au sud, en bord de Loire. Un projet qu'on va développer là dans les années à venir. On a des projets de développement avec plus de production, de l'élevage, de la transformation, etc. Éventuellement déplacer la production de gin là-bas. Puis on a aussi plein de techniques. On a fait beaucoup de conserves. C'est-à-dire on a fait des conserves d'asperges, on a fait des pestos d'ail des ours. Okay. On essaie de préserver un maximum de produits pour un peu étendre les saisons. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre là? Il y a les sureaux, on a fait des vinaigres de sureau, on a fait des sirops de sureau. La semaine prochaine, on va faire des coulis de fraises pour faire des glaces à la fraise, des pickles de cerises. La saucisse, c'est la mascotte. Salut toi. C'est la valeur ajoutée ici, quoi. Saucisse qui était... Ah oui, regarde, je vais te montrer en exclusivité. Ouais. Merci. On devait le lancer là au mois d'avril, on n'a pas pu. On fait un t-shirt saucisse avec des clients d'ici qui ont une marque. On fait un beau tie and dye. Génial. Et saucisse, il a 14 ans maintenant. Il était abandonné.
j'aime bien donner le chèque directement à la personne qui a élevé ou produit ou vinifié. Voilà, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Mais c'est nous qui décidons, comme le dit souvent Édouard, mon associé, c'est nous en tant que consommateurs qui devons changer les choses. Parce que ce n'est pas les autorités qui feront, ou les industriels. Voilà. C'est vrai que c'est nos actes d'achat qui font changer les choses.